invité à cette table ronde intitulée « Innovation, quels enjeux opérationnels pour la défense dans un monde technologiquement nouveau ?» Alors avant de commencer cette table ronde, je me permets de préciser que le général Mille devra nous quitter à 10h pour un impératif d'agenda. Donc voilà, pourquoi cette table ronde il y a beaucoup de technologies en maturation, quantique, robotique, laser, neurosciences, hypervélocité, cyber, drone, et j'en oublie certainement. Quelles sont déjà et quelles seront les technologies les plus disruptives ou les plus dissuasives sur un terrain d'opération? Est-ce que la technologie résout toutes les équations opérationnelles d'un conflit, qu'il soit asymétrique ou qu'il soit de haute intensité? Quel équilibre aussi entre rusticité et technologie, entre la saturation, la masse et la technologie. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous avons évidemment un panel très prestigieux. Je vais vous présenter l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la Marine nationale, le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et Emmanuel Kiva, directeur de l'agence de l'innovation au ministère des armées. J'allais dire de la défense, mais on n'est plus à cette époque-là. Donc des armées. Alors, sans plus attendre, je vais poser une première question à l'amiral Vendier et au général Mille. Est-ce que vraiment la technologie résout toutes les équations opérationnelles d'un conflit, évidemment qu'il soit asymétrique ou qu'il soit de haute intensité? C'est évidemment un débat sans fin qui est évolutif et un débat sans fin sur les équilibres à trouver entre cette fameuse rusticité et la technologie. Quelle est votre vision, amiral? Alors, le fait maritime, depuis l'Antiquité, fait que la technologie est consubstantielle de l'action maritime. Et donc, si on regarde sur 2000 ans d'histoire navale, en fait, à chaque fois, on a des rendez-vous où la technologie est au rendez-vous, est présente. C'était toute l'affaire de la navigation, puis l'arrivée de la poudre, la vapeur, l'électricité, l'hydraulique, l'artillerie de précision, le radar, et aujourd'hui le missile, le satellite, le cyber. Donc, il n'y a pas d'opération maritime, militaire, sans finalement être bien calé sur le plan technologique. Alors, on l'a vu, et l'Ukraine le rappelle, c'est que la technologie ne fait pas tout, et le CEMA l'a rappelé de manière assez forte. On a également la force morale. On voit bien que la technologie ne fait pas tout, et que l'armée la plus équipée du monde n'est pas forcément l'armée la plus performante. On a beaucoup d'exemples dans le domaine naval où des armées inférieures en nombre et en qualité l'ont emporté. Donc croire qu'on va gagner à cause ou grâce à la technologie, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur. Et la tentation, c'est de tomber dans tout technologique, de trouver des fusils à tirer dans les coins et des missiles à tout détruire, mais qui en fait sont en mono-exemplaires et ont des failles de mise en œuvre qui sont considérables. Donc c'est la raison pour laquelle les outils militaires modernes sont des outils complets. C'est des outils où il y a plusieurs armes dans leur atelier et qui correspondent à un temps, à un style de conflit, à une époque du conflit. Alors pour nous, la marine, eh bien c'est toujours la recherche d'un juste équilibre au milieu d'injonctions contradictoires. Donc on voudrait avoir beaucoup de trucs pointus, mais ça coûte très cher, du coup on en a moins. Et donc ce qu'on appelle le high-low mix. Le high-low mix, c'est finalement quelle répartition on a entre des capacités bas de spectre, qui sont plus nombreuses, pas chères, mais vulnérables, et des capacités de pointe dont on a besoin pour pouvoir faire la guerre du haut. Par exemple, une frégate de défense aérienne est un outil de pointe qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros à construire et à opérer. Elle résout beaucoup de questions, mais elle coûte tellement cher qu'on n'en a que 2 en France. Donc on voit bien qu'il faut avoir d'autres types de réponses. La technologie n'est pas toujours universelle, et ça aussi je crois que c'est important, c'est-à-dire que dans l'approche qu'on a eue ces dernières années en France, on a eu une approche très multisecteur, c'est-à-dire que finalement on n'a pas dit on va se préparer à un seul type de conflit, on est capable de se présenter sur le portillon de beaucoup de conflits. Bon, et donc là aussi ça amène à faire entre guillemets des non-choix, c'est-à-dire multiplier des capacités qui sont adaptées à des types de conflits différents. C'est pas le cas de l'Ukraine. L'Ukraine s'est préparée à un type de conflit et ils se sont équipés pour ça. Donc ils ont abandonné certains secteurs que nous, on garde. La difficulté aujourd'hui à laquelle on fait face, c'est l'extension du domaine de conflictualité.
Et donc là aussi, on voit bien que les domaines dans lesquels on se bat sont beaucoup plus nombreux. Du civil au militaire, de l'action grise et puis de l'action de haut niveau. On le voit, et je pense que le chef d'état-major de l'armée de l'air reviendra, on voit aujourd'hui la militarisation de l'espace, on voit la militarisation des fonds marins et pas uniquement avec des sous-marins. Donc on voit cette extension du domaine de la conflictualité. Et donc il faut faire des choix, et c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que choisir, c'est renoncer. Voilà, quand vous choisissez, vous renoncez. Et donc, quel renoncement il faut faire et c'est donc, il ne faut pas succomber aux sirènes technologiques en disant finalement, le nouveau truc va remplacer tous les trucs d'avant. On voit que toutes les transitions technologiques militaires ont été des transitions qui n'ont pas été si brutales que ça. On voit que, par exemple, pour la guerre du Vietnam, le passage du canon au missile a été beaucoup plus lent que ce qu'on a imaginé pendant le combat aérien. Et pareil, dans le domaine naval, on a des exemples assez évidents. Et donc je terminerai par un point qui me paraît extrêmement important, et ça je pense qu'Emmanuel Kiva reviendra là-dessus, c'est la tyrannie du temps dans les programmes. On vient de mettre en service le Barracuda, le premier, le Suffren, vendredi dernier, 22 ans après le lancement du programme. 12 ans après le début de la construction. Donc ça vous donne l'idée du temps long. Et donc aujourd'hui, un des points clés, et ça c'est ce à quoi je m'attache en tant que chef d'état-major de la marine, c'est de réussir sur le temps long des programmes, à avoir de l'incrément technologique à plus haute fréquence. C'est-à-dire de ne pas attendre les rénovations mi-vie 15 ans après avoir produit un nouveau matériel pour avoir l'upgrade, la mise à niveau technologique. Donc d'avoir des process où tous les 2-3 ans, on est capable de faire mieux. C'est ce que nous a appris l'aéronautique, c'est ce qu'on arrive à faire sur le programme Rafale, d'avoir des standards tous les 2-3 ans où on fait mieux. On n'est pas obligé d'attendre 15 ans pour avoir enfin une capacité avec du retard. Général, choisir, c'est déjà renoncer ? Évidemment, choisir, c'est renoncer, c'est aussi acquérir. Je voudrais revenir pour compléter ce que vient de dire l'amiral Pierre Vendier, vu de l'armée de l'air et de l'espace. Je partage totalement ce qu'il vient de dire. L'issue d'un conflit ne dépend pas uniquement de la technologie et du rapport de force. C'est un affrontement des volontés, et l'exemple que nous livre le conflit en Ukraine en est la parfaite démonstration. La stratégie, elle est à la fois intellectuelle et matérielle. Et d'ailleurs, Clausewitz disait déjà, les éléments de la stratégie qui affectent l'emploi des engagements sont physiques, géographiques, mathématiques, logistiques et moraux. Donc il n'y avait pas que la technologie dans ces propos. Pour autant, s'agissant de l'armée de l'air et de l'espace, le facteur technologique est, un peu comme la marine nationale, consubstantiel à l'histoire de l'aéronautique militaire et à l'efficacité de l'arme aérienne. C'est un atout, quel que soit le type de conflit. Vous posiez la question, savoir si c'était un atout dans tous les types de conflits. Quel que soit le type de conflit, c'est un atout. C'est un avantage, à mon sens, capital, dès lors que l'on se situe dans un conflit symétrique, a fortiori de haute intensité. Et c'est pour ça que l'armée de l'air réfléchit toujours loin devant, pour savoir quel type de technologie elle a besoin de développer pour être au rendez-vous des opérations, pour des opérations qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais celles qui mettront du temps de toute manière à être développées, les technologies dont on parle, et qui seront celles des opérations de demain. Voilà. Néanmoins, l'équilibre, c'est toujours quelque chose de compliqué. Choisir, c'est renoncer. Et l'équilibre entre la quantité et la qualité, c'est un des premiers points de ma vision stratégique, pour ceux qui auront le loisir de la lire. C'est un vrai dilemme, quand on est chef militaire, de choisir entre quantité et qualité. Merci Général. On va voir comment l'Agence de l'innovation de défense peut vous aider. Emmanuel Kiva, pour l'innovation en boucle courte, quelle a été la stratégie de l'Agence pour les 3 armées et également la nouvelle armée cyber ? Qu'est-ce que concrètement l'AID a apporté aux armées depuis sa création ? C'est sans doute pas à moi de répondre à cette dernière question, plutôt à mes camarades de réagir. Ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie, c'était toujours d'être en co-construction. Ce qui est important, c'est de ne pas être une agence, on a dit, l'intérêt c'est de ne pas se faire de l'innovation pour l'innovation, mais bien de construire au profit des opérationnels. Notre mission, c'est d'être un chef d'orchestre de l'innovation pour pouvoir l'accélérer au profit des opérationnels, et ça, faut pas l'oublier.
Donc, nos objectifs globaux, c'est quoi? C'est assurer la supériorité opérationnelle par l'innovation, technologique ou non, contribuer évidemment à notre autonomie stratégique et puis améliorer la performance du ministère. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'orientation de l'innovation de défense. On le fait pas seul, hein. On parlait de chef d'orchestre. Dans un orchestre, le chef ne joue pas tous les instruments, donc on travaille avec l'état-major des armées, on travaille avec la DGA, pour permettre d'accélérer en particulier les sujets prioritaires. On parlait de renoncement et de co-construction. On voit bien que quand on accélère des projets prioritaires, on est quand même, ou des technologies prioritaires, on est quand même dans un exercice qui est contraint par une enveloppe budgétaire, ce qui nécessite de renoncer, de faire autrement, de faire en coopération, etc. Et puis la question, c'était l'innovation en boucle courte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être capable d'accélérer la montée en maturité, non seulement technologique, mais également du point de vue de l'utilisateur, de technologies que l'on va chercher hors du ministère des Armées et qui peuvent justement favoriser cette intégration de l'innovation à des programmes d'armement. Ce que disait l'amiral est tout à fait juste. Quand le porte-avions de nouvelle génération, pour prendre un exemple naval, sera mis à la mer, on n'en sera plus à la 5G. Et donc on va devoir intégrer dans un programme d'innovation, d'armement, sur 10-20 ans, des technologies dont on ne sait même pas aujourd'hui quelles seront-elles. Donc c'est véritablement un défi, cette temporalité. Donc l'une de nos missions, c'est d'aller justement essayer d'accélérer le plus rapidement possible. Je vous donne un exemple. Nous avons réalisé une démonstration l'an dernier d'un système qui s'appelle LMAP, qui est l'utilisation de lasers pour pouvoir neutraliser des mini-drones hostiles. Et ça, d'abord, c'est pas un sport de masse, et puis c'est quelque chose qui nécessite d'être accéléré, d'être étudié. En particulier, la sécurité oculaire de cet armement impose un certain nombre de contraintes. Et c'est avec la Marine nationale et avec l'armée de l'air que nous sommes en train d'intégrer ces technologies dans des feuilles de route capacitaires. Donc voilà, depuis la création, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu d'abord favoriser le fait que les innovateurs viennent au contact des opérationnels et du ministère. On a créé ce qu'on appelait le guichet unique. C'était un petit peu victime de notre succès, hein, puisque c'était 30 projets par mois que l'on recevait. On a fait évoluer cette offre de guichet unique pour permettre à des innovateurs de venir nous voir et de qualifier leur projet avant que de le déposer, parce qu'on sait très bien que ça prend beaucoup de temps, par exemple, aux petites sociétés de déposer des projets. On a créé le fonds d'investissement dans l'innovation de défense, on pourra revenir, puisque c'est un moyen de faire maturer indirectement des technologies qui nous paraissent pertinentes. On a engagé 1,4 milliard d'euros l'an dernier au profit de l'innovation. Depuis la création, on a identifié de l'ordre de 800 startups et PME qu'on ne connaissait pas, dont 300 ont été reçus par nos services. Voilà quelques chiffres: 94 projets labellisés l'an dernier, 170 projets de recherche lancés. Et puis, juste pour terminer, on parlait de cet équilibre entre rusticité, simplicité et technologie. Effectivement, nous on est convaincus que l'innovation, ça doit servir également à pouvoir faire des choses plus simples d'emploi, moins chères, mais pas forcément moins sophistiquées. Et donc, par exemple, on vient de lancer 2 appels à projets, l'un qui s'appelle Colibri et l'autre qui s'appelle Larinae, qui, pour info, ce sont 2 oiseaux. Larinae, c'est la famille des mouettes, qui visent à développer des mini-drones d'attaque, enfin des moyens d'attaque tactiques permettant de neutraliser une cible blindée dans la zone de contact à 5 km ou au contraire à 50 km, mais sans préjuger de la nature de l'objet que l'on recherche. Général, amiral, l'arrivée de l'AID vous a donné des atouts, ce que disait Emmanuel Kiva. Quels atouts vous a amené l'AID? Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on sort d'une extraordinaire pause militaire qui a été celle des 10 dernières années, enfin si je fais exception des 5 années de LPM assez prolifiques qui viennent de se dérouler. Pour vous donner un exemple, quand j'étais officier chez COCA, Cohérence Capacitaire, en 2009, j'ai lancé des affaires qui sont mises en service aujourd'hui. Voilà à peu près le temps capacitaire. Donc je suis très content d'ailleurs de voir que ça finit par lever. Je pense que l'AID est un véritable booster et une manière de reprendre les affaires en essayant de couper dans les coins. C'est-à-dire de ressortir d'un schéma d'innovation processionnaire où on augmente le TRL, donc le Technological Reliability Level d'une technologie, pour ensuite l'incrémenter dans un programme et ensuite faire des essais, etc., et le retrouver 20 ans plus tard. Donc c'est un facteur d'accélération. Pour moi, l'idée, ça apporte la réactivité,
parce que les processus donc, sont adaptés à une innovation plus rapide. Et d'ailleurs, votre programme s'appelle le RAPID, donc quand vous financez des innovations dans l'industrie. La visibilité, et là aussi, je pense que c'est très important parce que ça montre que les temps ont changé et que derrière, donc on a besoin et envie de cette innovation et on s'en donne les moyens. Là, ça apporte la transversalité. Et là aussi, je pense que c'est très utile. Par exemple, Emmanuel citait LMAP. LMAP, c'est quelque chose qui intéresse au premier chef l'armée de l'air pour ses dispositifs de protection et de surveillance aérienne pour les Jeux Olympiques. Mais nous, on est juste derrière à se dire, on serait très content de mettre ces tourelles-là sur nos bateaux pour pouvoir se protéger contre la lutte anti-drone basse couche. Et donc, ça évite de mettre 2 fois de l'argent dans des cylindres sans qu'on voit finalement ce que les autres font. Et puis, dernière chose, et je crois que c'est très important, c'est l'expertise, parce que innover dans un univers juridique complexe qui est celui du Code des marchés publics, ça demande des experts, et le soutien juridique de l'AID qui nous aide, qui aide nos innovateurs à avancer dans une jungle juridique complexe et qui aide à passer à l'échelle, parce qu'avoir des idées, c'est pas si compliqué. En revanche, les mettre en œuvre et les industrialiser, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, pour moi, l'AID apporte cette expertise que nous n'avions pas dans les armées. Général ? Oui, je rajouterais simplement à la rapidité, l'agilité. Être capable d'aller hors des sentiers battus, d'aller chercher ce qui nous intéresse, ce qui peut nous intéresser, sans idée préconçue, c'est quelque chose qui est intéressant. Et ça fait la différence sur le terrain, un terrain d'opération ? Alors, immédiatement non, puisqu'il s'agit d'abord de chercher l'idée nouvelle, de la faire maturer quelque part, et c'est à nous ensuite à la transformer pour l'amener sur le terrain et pour la rendre efficace. On va continuer sur les technologies disruptives les plus prometteuses. Général Mille, quelles vont être les technologies de demain qui pourraient vous donner un avantage opérationnel sur un théâtre ? Est-ce que ce sera le quantique ? Est-ce que ce sera l'homme augmenté, l'hypervélocité ou tout ce qui est attrait au spatial ? Et j'ai un complément de question. Est-ce que l'armée de l'air devrait avoir un avion spatial comme le suggère Dassault Aviation ? Je pense qu'on pourrait passer la journée à parler des technologies qui pourraient être utiles demain. Mais choisir, c'est déjà renoncer. Je suis d'accord, mais tout dépend à quel horizon on se place. En fait, c'est toujours pareil. Si on se place dans 100 ans ou dans 10 ans, non, je pense qu'on a... etc. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les technologies qui pourraient amener quelque chose de très nouveau dans les combats aériens, et en particulier sur l'acquisition de la supériorité aérienne, qui est un sujet qui m'interpelle énormément en ce moment. Je parlerai du combat collaboratif, la connectivité qui va avec, évidemment, l'intelligence artificielle qui nous permet d'aller plus vite pour décider, pour avoir la rapidité de décision qui nous permet de garder la supériorité par rapport à l'ennemi. Les armes à énergie dirigée, comme ça a été évoqué précédemment, et puis les vecteurs hypersoniques. Si je devais faire un petit résumé de toutes les technologies possibles, donc. Voilà, je mettrai ça sur la table. En tout cas, c'est ce que j'appelle les incréments technologiques dans ma vision, qui doivent nous permettre d'avancer, de vérifier tout ce que technologie de rupture veut dire dans ces cadres-là et voir comment on peut l'adapter à l'armée aérienne demain. Voilà. Merci Général. Amiral, qu'est-ce qui va faire la différence dans les combats sur et sous les océans en termes de technologie ? Et est-ce que lors des différents exercices internationaux, vous avez pu tester la résilience de la Marine nationale ? Alors, dans 3 jours, on est le 8, dans 3 jours, oui, on va fêter la fin de la guerre des Malouines. Et donc on s'est livré à l'état-major de la Marine à un exercice, on a rebalayé un peu cette histoire, en se disant finalement, à l'aune, ça fait 40 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de la guerre des Malouines ? Et donc finalement, avec les technologies d'aujourd'hui, avec ce qu'on voit de la guerre d'Ukraine, quelles sont les leçons de cette affaire. Moi, je retiens en fait 4 axes de progression pour nous. La première chose, c'est le facteur temps. C'est-à-dire qu'on voit que l'ensemble de la chaîne, je parlais aviateur, ODA, donc la chaîne d'orientation, observation, décision, action, donc qui est le principe de l'action militaire aujourd'hui, se fait à une vitesse qui a fortement augmenté, parce que les systèmes d'information, la boucle des capteurs, etc., a changé. Et donc aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'agir militairement avec un facteur temps beaucoup plus fort.
Voilà, c'est dans le trading, on est passé à l'hyper-trading et on voit aujourd'hui que les boucles décisionnelles sont beaucoup plus courtes. Et donc ça impose à nos systèmes d'armes et nos systèmes de décision de faire des sauts dans la capacité à traiter le temps. Donc par exemple, concrètement pour nous, c'est ce qu'on appelle la veille coopérative navale, c'est de connecter nos plateformes pour avoir des délais de détection supérieurs, détecter des menaces à 5-10 nautiques de plus, ce qui nous laisse le temps de prendre en compte une menace hypersonique. Quand une frégate de défense aérienne voit un missile hypersonique, on l'a fait au large des Nouvelles-Hébrides l'année dernière, le temps de réaction c'est 8 secondes. Voilà, si on fait la veille coopérative navale, on passe à 15 secondes. Et c'est des secondes gagnées. Le deuxième facteur, c'est l'espace, c'est-à-dire la portée. On voit qu'aujourd'hui, on raisonne en termes de théâtre. La portée des armes navales, c'est des milliers de kilomètres. On commence à voir apparaître des questions de planeurs hypersoniques, de gliders, etc. La portée des missiles, aujourd'hui, celle qu'on prévoit, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Et donc ça suppose de pouvoir faire du targeting sur quelque chose qui bouge à des centaines de kilomètres. Le troisième point, c'est la combinaison des effets, la synchronisation multimilieu, multichamp. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'une manœuvre militaire, elle se fait dans tous les champs, dans tous les milieux. Aujourd'hui, quand une frégate est au milieu de l'espace, au milieu de l'espace maritime, elle est aussi au milieu de l'espace cyber et de l'espace exo-atmosphérique. Elle est observée, elle est connectés par l'espace, et donc c'est la capacité à embrasser l'ensemble du spectre de l'action. Et puis le dernier point, et j'en reviens à la guerre des Malouines, c'est la résilience. On voit qu'un combat symétrique, c'est un combat où finalement on est à ISO force de coup, on donne des claques et on en prend, et donc celui qui va gagner, c'est celui qui sait prendre les coups. C'est celui qui souffre le moins des coups. Et donc ça suppose là aussi d'y penser. On a construit des bateaux et des systèmes qui étaient finalement dans un univers assez pacifié. Les 30 dernières années, on n'imaginait pas qu'il y ait des combats en mer. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, en 2000, je me souviens très bien, il n'y aura plus de combat naval en mer. Aujourd'hui, je pense qu'on ne le dirait pas. Et donc, la résilience, c'est la capacité à donner les coups les premiers et à en prendre le moins possible. Et là aussi, ça suppose que la conception des systèmes d'armes soit adaptée à ça. Merci, Amiral. Emmanuel Kiva, quelles sont les technologies en lesquelles l'AID croit le plus et pour évidemment donner aux armées françaises cette fameuse supériorité opérationnelle, qu'est-ce que vous avez choisi, vous ? Alors en fait, on n'a pas choisi nous. Ce que je disais toujours, on travaille jamais seul et on travaille avec les architectes, ceux qui construisent nos futures capacités, hein, donc le service d'architecture du système de défense de la DGA, et puis l'état-major des armées et les états-majors d'armées pour arriver à prioriser, parce que là aussi, on a une difficulté qui est liée à la multiplicité des technologies et à leur coût de développement, mais également aux différents espaces, aux nouveaux espaces de conflictualité qui apparaissent. Tout ça dans une ambiance où on passe du paix, crise, guerre à compétition, contestation, affrontement, et on voit bien que le mot paix a disparu. Donc nouveaux espaces, on parlait de l'espace, on parlait des fonds marins, on parlait également des champs immatériels, évidemment le cyber, mais également la lutte contre les manipulations de l'information, la guerre cognitive, et donc dans toute cette complexité, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les technologies sur lesquelles il faut accélérer. Alors c'est un exercice qu'on fait tous les ans, qui donne lieu à la rédaction d'un document, qui au début s'appelait le document d'orientation de l'innovation de défense, DOID, personne ne s'en souvenait, donc on appelait ça le document de référence d'orientation de l'innovation de défense, ça fait DROID. Et donc ce DROID sort tous les ans, la version majeure est en alternance avec une version mineure. Cette année c'est une version majeure, elle va sortir, je pense, aux alentours du 14 juillet. Et l'idée c'est de pouvoir dire, en plus de ce que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on doit accélérer et quelles sont les nouvelles priorités. Donc c'est pas une cible mouvante, mais c'est bien le fait d'ajouter des priorités technologiques. En 2019, c'était l'intelligence artificielle, le cyber et le spatial, et en particulier le New Space. En 2020, on a ajouté effectivement ce dont on a parlé, c'est-à-dire les armes à énergie dirigée, le quantique, l'énergie, toutes les technologies relatives à l'énergie. Également l'hypervélocité. Je rappelle, l'hypervélocité, c'est hypersonique plus manœuvrant. Donc elle est au-delà de Mach 6 et pouvoir manœuvrer. Et là aussi, c'est une course qui est aujourd'hui au stade mondial entre les Américains, les Russes, les Chinois, les Japonais et nous-mêmes. Et puis d'autres technologies comme la lutte anti-drone, qui devient également, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure, qui devient une priorité. On va effectivement en parler. Et puis la guerre cognitive,
cognitive. On a parlé de la guerre cognitive, on vient de lancer un projet qui s'appelle Myriad autour de la guerre cognitive. Donc c'est ça les technologies que nous partageons tous. Il y en a qui sont des véritables ruptures. Le quantique, il y aura un avant et un après. Alors que d'autres sont dans la continuité, l'hypervélocité ou l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est des technologies qui sont connues depuis les années 50, mais qui arrivent aujourd'hui à un degré de maturité qui est jusqu'à maintenant inégalé. Oui, je vous en prie. Je voudrais revenir parce que vous m'aviez posé une question sur l'avion spatial, et donc ça me permet de revenir dessus. Le domaine spatial de défense est entré pleinement dans les réflexions multimilieux, multichamps. Donc c'est la réalité aujourd'hui des opérations militaires. Ce domaine, ce nouveau domaine, doit être en mesure d'exploiter pleinement les opportunités qui sont offertes par les technologies duales et demain les technologies de rupture. Donc à moyen terme, vu de ma place, le développement de plateformes hybrides mi-avion, mi-système orbital devrait faire entrer la puissance aérienne dans l'ère de la puissance aérospatiale. À plus long terme, disposer d'un avion spatial, puisque c'était ça le cœur de la question, pourrait être envisagé en fonction de ce qu'il sera capable de nous apporter. Quelle charge utile, quelle souplesse d'emploi, quelle réactivité, quelle allonge. En fait, un avion spatial, pourquoi pas, mais à terme, et une fois définis les objectifs stratégiques, au-delà de la performance technologique pure. Et vous le verriez à quel horizon cet avion spatial ? Eh bien, il faut qu'on en discute avec les industriels, etc. Mais objectivement, c'est pas pour les 10 ans à venir. Donc c'est pour ça que je parlais en introduction, tout dépend Bien sûr. de l'échelle de temps sur laquelle on se place. Justement, on va parler d'aviation de combat et de drones. Général Mille, avez-vous déjà des idées d'emploi des drones dans le cadre du programme SCAF ? Évidemment, ce sont des outils opérationnels indispensables aujourd'hui pour l'armée de l'air, quels qu'ils soient, et tous les drones. Mais quel retour d'expérience avez-vous fait lors des combats en Ukraine, au Karabakh et même au Yémen, ainsi que ceux sur lesquels vous êtes en OPEX, là où vous opérez des drones ? Quels sont ces retours d'expérience que vous avez, et surtout qu'est-ce que vous avez, à quoi avez-vous pensé avec les drones dans le programme SCAF ? Vaste sujet, puisqu'on parle des opérations en cours, où l'armée de l'air déploie des drones maintenant depuis une quinzaine d'années sur les théâtres d'opération, avec le Harfang initialement et puis le Reaper aujourd'hui, drone stratégique qui lui permet quelque part de faire la différence et d'avoir des éléments essentiels pour conduire l'opération. Voir ce que l'on voit aujourd'hui en Ukraine avec certains types de drones qui opèrent sur le théâtre d'opération, et puis les réflexions que nous avons effectivement dans le cadre du SCAF qui permettent d'envisager ce que j'appelais tout à l'heure le combat collaboratif avec des objets, certains pilotés, certains non pilotés, avec des drones qui sont utilisables, d'autres réutilisables, etc. Donc toute cette réflexion, nous la menons évidemment avec les industriels, nous la menons avec des chefs d'état-major allemands et espagnols pour essayer d'imaginer quel est le meilleur ratio entre vecteur piloté, vecteur drone, voir ce que l'on peut faire dans un certain nombre de cas opérationnels distincts avec ces nouvelles technologies qui nous amènent un plus, notamment dans certaines missions pour lesquelles aujourd'hui, on peut le dire, nous avons quelques faiblesses, comme les missions de SEAD, qui sont quand même quelque chose qui sont importantes pour nous, pour progresser dans le futur. Est-ce que vous réfléchissez également à des drones consommables ? Absolument. Ça fait partie de la réflexion dans le cadre du programme SCAF. Je parlais d'utilisable et d'utilisable consommable. C'est bien ça le sujet. Ou réutilisable, c'est-à-dire qu'on récupère à l'issue pour repartir en mission. Donc oui, ça fait partie de la réflexion. Elle est toujours en cours dans le cadre des réflexions que nous avons avec nos homologues. Merci, Général. Amiral, les drones dans la marine ont mis plus de temps à embarquer finalement sur les bateaux, j'ai l'impression. Qu'attendez-vous des drones sur le plan opérationnel, qu'ils soient sous-marins, qu'ils soient sur la mer ou aériens ? Alors d'abord sur les drones, je note que on a changé de portage dans les années 90-2000. En fait, on a construit des systèmes d'armes qui étaient des systèmes d'armes multirôles.
Le Rafale en est un bon exemple. Il a remplacé tous les types d'avions qui existaient à l'époque. Et donc sa charge utile modulable a permis de remplir tout le panel des missions. Je me souviens de Jacques Attali au CPCO au lancement de l'opération Serval qui me disait oui, pourquoi est-ce qu'on met des Rafales pour bombarder des motos? Alors on n'a plus que ça, et deux, effectivement, le choix qui avait été fait, c'était pas d'avoir des Tucano pour le désert, des avions de défense aérienne pour le centre-Europe, etc., etc. Donc on avait intégré les systèmes. Aujourd'hui, on est confronté, on l'a dit tout à l'heure sur le high-low mix. En fait, le drone apporte le low mix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ensemble aérien dont on espère, c'est pas toujours le cas, qu'il soit acquis à un coût raisonnable, et donc ça permette d'en avoir plus. Et donc on redifférencie l'emploi de la force aérienne, en tout cas pour la partie drone aérien. Et dans le domaine naval, c'est un peu la même logique. Donc aujourd'hui, en fait, le drone apporte, on va dire, une efficience économique différente, où on peut avoir plus de plateformes pour faire certains secteurs de mission spécialisés. Donc on ne les fait pas tous. Donc croire qu'on va remplacer brutalement toutes les missions aériennes par des drones, finalement on va se reposer les équations qu'on s'est posées sur le multirôle. Est-ce qu'on fait un drone multirôle et combien il va nous coûter? Voilà. Pour la marine, 2 axes majeurs, et donc on est quand même sur des drones depuis assez longtemps. En 1972, on a posé une Alouette 2 sur la Galissonnière, donc qui a été dronisée. Donc on avait commencé assez tôt. On n'a pas trouvé d'argent pour le faire. En fait, c'est pas qu'on ait envie, c'est qu'on n'ait pas envie, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il n'y avait pas l'idée à l'époque. Voilà. Donc on a 2 axes aujourd'hui. On a la guerre des mines. Donc c'est un programme qui a été lancé, ça s'appelle le SLAMF, le système de lutte anti-mines du futur. C'est un système dronisé où on a une plateforme de surface, un bateau qui tracte un sonar ou qui peut délivrer un drone, et ce drone peut soit chercher une mine en autonome avec un sonar, soit aller la détruire une fois qu'il a trouvé. Et donc ça, ce système-là est en expérimentation. Le premier système est livré en septembre, et pour la marine, on en a commandé 4 qui permettront donc c'est la guerre des mines de demain. Et donc ça sera entièrement dronisé. Il n'y aura plus de gens sur le plan d'eau. Avantage, une rationalité de la recherche qui est beaucoup plus grande et une exposition du personnel au danger qui est bien plus faible. Et puis dans le domaine aérien, on n'a pas ménagé nos efforts. La LPM a permis de lancer un certain nombre de programmes. Donc là, actuellement, sur le Mistral, on termine les essais du Shebel S100 V2. C'est un drone hélicoptère construit par des Autrichiens qui nous a permis de prendre 1,7 tonne de cocaïne il y a 15 jours en relais des hélicoptères parce que le prix à l'heure de vol est intéressant et parce que les fonctions qu'on arrive à embarquer sur ces drones sont très complémentaire de l'aviation pilotée. Et puis, à partir de cet été, nos avisos seront équipés du système modulaire de drone marine, un petit drone avion fait par une boîte française, récupérable dans un filet, qui permet à un aviso, qui a été mis en service dans les années 80, donc une vieille baille, d'avoir maintenant du regard transhorizon, donc jusqu'à une trentaine de kilomètres autour du bateau, dans ce qu'on appelle une line of sight, piloté par radio, et donc qui permet de décupler la capacité de surveillance de nos patrouilleurs. Merci Amiral. Juste avant votre départ, on va revenir sur les drones, mais j'avais envie de poser une dernière question au général Mille sur un petit peu l'évolution de la guerre. Est-ce que les sauts technologiques qui sont attendus dans les prochaines années vont changer la façon de faire la guerre pour l'armée de l'air? Et après, évidemment, je poserai la question à l'amiral Vandier, mais on ira faire un aller-retour d'abord sur les drones avec Emmanuel Kiva. Est-ce que vous envisagez aussi une évolution des doctrines d'emploi dans les armées françaises? Et avez-vous déjà perçu au sein des armées étrangères des changements de doctrine? Alors la doctrine est en évolution permanente, c'est le propre de la doctrine en fait. La doctrine, elle nous permet de préparer l'opération qui arrive, mais en fait, elle évolue au fur et à mesure que l'opération se développe. Puisqu'il s'agit de tirer des enseignements de l'actualité pour réadapter nos doctrines, etc. Donc, est-ce que la doctrine va évoluer avec les technologies de rupture? La réponse est oui, évidemment, la doctrine va évoluer. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Quand l'armée de l'air a son centre d'opération basé à Lyon, quelle que soit l'opération tout autour de la planète, c'est quelque chose qui n'était pas envisageable il y a quelques années et qu'on est capable de faire aujourd'hui. Quand on projette les 3 Rafales en Polynésie française dans l'opération EFARA et qu'on leur donne l'ordre en vol de simuler une attaque de l'autre côté de la planète, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années et qu'on est capable désormais de faire. Donc oui, la doctrine, elle évolue et elle évolue au rythme des technologies qui nous sont offertes pour pouvoir le réaliser. Donc
l'adaptation de la doctrine est une réalité avec technologie de rupture ou sans technologie de rupture. Et ça, c'est l'usage qui nous le permet. Puisqu'on a encore quelques minutes avant votre départ, est-ce que vous sentez la guerre changer de visage avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent? Encore une fois, c'est un processus qui est pas si rapide que ça. Donc on le voit arriver, on l'intègre progressivement. On voit les drones, on l'a évoqué tout à l'heure, arriver sur les champs de bataille. Donc ça, c'est une évolution qui est importante, qu'il nous faut prendre en compte, pour protéger nos soldats qui sont déployés, pour protéger les bâtiments, ça a été évoqué par l'amiral Pierre Vendier, pour protéger également la population. Vous savez que nous regardons très précisément ce qui se passera sur le territoire national en 2024 avec un événement majeur qui nous attend. Et la menace drone est une menace que nous devons prendre en compte, comme toutes les menaces qui peuvent s'appliquer sur le théâtre national. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous sommes très impliqués et sur lequel on voit bien qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer, des doctrines qu'il faut faire évoluer, des méthodes qu'il faut faire évoluer, et c'est en cours aujourd'hui, notamment en Lyon. Et dans les derniers conflits, aussi bien en Ukraine qu'au Yémen qu'au Karabakh, est-ce qu'il y a eu des surprises technologiques? Alors, les surprises technologiques, en tout cas, on a vu apparaître des vecteurs, notamment qui utilisent la troisième dimension, que l'on ne voyait pas auparavant, et tout un tas de drones dans le bas du spectre en particulier. Je pense à ce que l'on voit aujourd'hui en Ukraine, mais qu'on a vu également sur d'autres théâtres d'opération, qui ont investi le champ de bataille et que nous devons prendre en compte là aussi. C'est une réalité. Je ne vais pas dire que c'est une rupture technologique. Là, on est plutôt dans du low cost qu'on peut pratiquement construire à tous les coins de rue, mais qui font évoluer la manière dont on voit les opérations modernes, et quand je parlais en introduction le combat pour la supériorité aérienne, c'est un sujet particulier qui est lié à ces technologies qui apparaissent sur les théâtres d'opération. Merci Général, on va vous laisser partir. Je vous demande de l'applaudir. Et nous, après, on va continuer avec l'amiral Vendier et Emmanuel Kiva. Merci Général. Emmanuel Kiva, on va reprendre le fil de notre conversation sur les drones. On a l'impression que la France a mis du temps à s'emparer de cet outil. Quels sont aujourd'hui les axes de l'AID, les axes de travail de l'AID pour améliorer leur utilité opérationnelle? Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur l'importance opérationnelle des drones, puisque les chefs d'état-major en ont parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un drone, c'est pas juste un vecteur. La complexité, c'est qu'on parle d'un vecteur, certes, mais aussi d'une station sol, de liaison de données, de batterie et d'autonomie, évidemment de charge utile, et puis de système de lancement, voire de récupération. Et donc c'est toute la complexité de ces systèmes-là, c'est de pouvoir travailler sur l'ensemble du spectre. Alors pour donner quelques exemples d'axes de travail, alors j'ai une anti-siège pour les noms des projets. Par exemple, un projet que d'ailleurs on présente aux 24 heures du Mans cette semaine et le week-end prochain, qui s'appelle SCOL, qui est un projet de drone solaire permettant de pouvoir sécuriser des itinéraires avec une très grande autonomie. Donc ça, c'est un des axes de travail. On travaille sur l'utilisation des drones, pas uniquement comme vecteur de combat ou de reconnaissance, mais également dans le domaine de la maintenance, avec des projets. Alors c'est celui que dont j'arrive jamais à me souvenir. MCO IDAR. Voilà, c'est un projet qui, avec 3 sociétés, données clés, L3 et Dassault. Le but, c'est de faire une inspection 3D automatique des revêtements de surface des avions qui sont en maintenance par des drones qui vont suivre et qui vont reconnaître les défauts d'accès. Donc quand on parle drone, on ne parle pas uniquement combat, mais c'est vrai que on peut parler également énergie, des propulseurs électriques ou des drones à hydrogène, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. On travaille également sur obtenir des cartes météo, des brouillages GNSS, des brouillages de navigation, parce qu'un drone, il doit pouvoir se localiser grâce à un système. Et donc, avoir cette carte météo des brouillages possibles des drones, c'est également quelque chose qui est intéressant. Voilà. Et puis, évidemment, les systèmes de lutte anti-drone. La problématique, c'est que le civil va très vite. En tout cas, en ce qui concerne les mini et les micro-drones.
Je ne sais pas si vous avez vu assez récemment, circule une image d'un système inventé par des soldats ukrainiens qui permet de libérer automatiquement des mini-grenades à partir d'un mini-drone. Alors ça, c'est très bien, sauf que du coup, ça devient disponible pour tous. Et donc on peut imaginer que des groupes mal intentionnés puissent adapter cette technologie-là à des drones civils. C'est pour ça que quand on fait des drones, on fait toujours en même temps de la lutte anti-drone, avec la difficulté que si le domaine des drones est un domaine dual, la lutte anti-drone, c'est un domaine beaucoup moins dual. Donc c'est là-dessus aussi qu'on va devoir amplifier nos différents efforts, ce que l'on fait évidemment aujourd'hui. Et puis je pourrais continuer sur l'utilisation de la prospective et puis le travail avec les écoles dans ce domaine-là, mais ça nous entraînerait un peu loin. Mais justement, sur la lutte anti-drone, on a l'impression qu'aujourd'hui encore, le glaive est supérieur à la cuirasse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend des drones, déjà. Alors oui, sur le haut du spectre, oui, c'est clair. Sur le bas du spectre, c'est une évolution permanente. Vous connaissez la courbe de Gartner. Hein, ces phases par lesquelles passe nécessairement une innovation, c'est-à-dire une surexcitation technologique au début. C'est vrai que les drones et les mini-drones, c'était la solution à tout, hein, il y a quelques temps. Qu'on a vu arriver les premiers, on s'est dit finalement ça marche pas si bien que ça. Et puis quand les premiers industriels ont commencé à produire en masse, on a retrouvé des drones effectivement en Syrie, en Irak, utilisés notamment contre nos troupes. Et donc on a cette difficulté de pouvoir en même temps miser sur les bonnes technologies et en même temps identifier les moyens de s'en prémunir. C'est pour ça que c'est une course permanente. La vraie menace aujourd'hui, et ce sur lequel on concentre nos efforts, c'est surtout les essaims de drones qui peuvent assez rapidement saturer en termes de communication, en termes même d'armement une zone. On a fait des expérimentations. Je peux vous assurer que quand on lance 200 drones en même temps, et qu'ils arrivent sur vous, vous ne les voyez pas jusqu'au moment où ils sont au-dessus de vous. Donc qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les essaims de drones ? Voilà, donc on lance un certain nombre d'initiatives avec les trois armées. Pour vous donner juste un exemple, et je finirai par ça, on a lancé un appel à projet sur des drones, intercepteurs de drones. Comment utiliser un drone pour intercepter un drone, éventuellement sans le faire tomber, parce que si on reparle de l'événement national des Jeux Olympiques, on n'a pas forcément envie qu'un drone intercepté hostile tombe sur une foule avec sa charge utile. Donc voilà, et ça c'est quelque chose, donc la DGA, l'état-major des armées, les états-majors d'armées, tous ensemble, on essaye d'expérimenter le plus possible et de trouver des solutions pour lutter contre ça. Amiral, qu'est-ce que vous en pensez ? On voit sur l'Ukraine, hein, il y a eu une phase où on a beaucoup parlé des drones turcs. On en parle un peu moins depuis que les Russes ont durci leur dispositif. Hein. Depuis qu'il y a de la batterie solaire SA-11 sur l'île aux Serpents, on parle beaucoup moins du TB2. Là, je voyais sur Twitter ce week-end, il y a une photo prise par un drone ukrainien qui se prend un missile dans la figure, qu'on voit monter du sol. Voilà, ça reste une arme, vous avez parlé de l'épée de la cuirasse, elle a dans un certain champ de mission une véritable plus-value. Elle reste fragile, hein. C'est un drone, ça se défend moins bien qu'un avion de chasse. Hein. Donc, moi, j'étais au CAOC en Italie avec un pilote de F-15 qui avait abattu 10 drones américains dont ils avaient perdu le contrôle et qui allaient au-dessus de l'Iran en Afghanistan. Voilà, c'est pour un avion de chasse, descendre un drone, c'est assez facile. Voilà, le drone ne sait pas encore se défendre. Donc il y a vraiment, c'est ce que dit Emmanuel, et voilà, il y a une courbe en fait d'évolution technologique et il faut vraiment se méfier des effets très médiatiques en disant ok, on va tout remplacer par des drones et ça va bien mieux marcher. Voilà, on sait très bien que ça marche pas comme ça et que en général il faut, en général les évolutions de la guerre sont beaucoup plus par agrégation que par rupture. On dit maintenant un truc full camp. Je vais prendre juste un exemple et je terminerai là-dessus. Quand le Phantom a été mis en service pendant la guerre du Vietnam, les prophètes américains ont dit « il n'y a plus besoin de canons ». Cet avion ne tirera que des missiles. Moralité, au milieu de la guerre du Vietnam, on a dû mettre un pot de canon parce qu'en fait, on se rendait compte que le missile, ça ne marchait pas si bien que ça et que la limite course faisait qu'on avait quand même besoin du canon. Et sur Rafale, vous avez encore du canon. Voilà. Donc le missile n'a pas remplacé le canon. Amiral, même question que le général Mills quand il est parti, au sujet de ces sauts technologiques qui peuvent changer la façon de faire la guerre pour vous, marin. Est-ce que vous envisagez aussi une évolution des doctrines d'emploi dans la marine nationale ? Et même question, avez-vous perçu des changements dans des armées étrangères déjà de doctrine ? Alors sur l'étranger, ce qui est sidérant, mais vraiment sidérant, et je vous appelle à regarder ce qui se passe, c'est l'ampleur du réarmement naval. C'est
considérable. C'est pas quelque chose qui s'est produit à cette ampleur-là depuis 1945. Depuis 2018, les Chinois ont mis en place à la mer, ont réussi à lancer 81 navires de guerre hauturiers. Ils mettent l'équivalent de la marine australienne tous les ans à l'eau, la marine française tous les 4 ans. Et ça a commencé en 2005. Bon, c'est loin la Chine, mais aujourd'hui, les bascules d'efforts sont devant nous. Les Chinois sont en train d'acheter des brise-glaces qui passeront par la route nord et qui permettront les bascules de force entre le Pacifique et l'Atlantique. Les Chinois ne sont pas les seuls à se réarmer. Si on regarde beaucoup plus proche de nous, la Méditerranée, l'Algérie tire des missiles de croisière en plongée depuis 2016. Nous, on vient de le mettre en service sur le Barracuda en 2022, donc 6 ans plus tard. La Turquie devait acheter des F-35 pour les mettre sur des porte-avions. Ils ont acheté du S-400, du coup, ils ne mettront que des drones. Mais donc, un pays comme la Turquie s'équipe de porte-avions. Donc c'est quand même assez impressionnant, et donc les taux de croissance des marines aujourd'hui proches ou lointaines sont à des niveaux à 2 chiffres. Aujourd'hui ces équipements donc changent pas en termes de nature fondamentalement la donne par rapport à ce qu'on a. Donc aujourd'hui on a plutôt l'irruption de la masse que des véritables ruptures technologiques. Quand on regarde les modes d'action qui ont été utilisés par les Russes pendant la guerre d'Ukraine, on retrouve finalement tout ce qu'a écrit l'amiral Castex dans les années 30, c'est le blocus de Vendessa, c'est les tirs contre terre, et ça c'est tous les jours avec des missiles de croisière, c'est la destruction de navires civils, une douzaine de navires de commerce ont été détruits, c'est des navires militaires, donc là on a vu le Moskva et des bateaux des deux bords qui ont été détruits, puis la projection de force à terre, le minage des côtes, etc. Donc les modes d'action n'ont pas tellement changé. Nous, ce qu'on attend côté marine, c'est un durcissement du combat à la mer, c'est ce à quoi on s'entraîne depuis 2-3 ans avec notamment l'exercice Polaris, sur lequel on a beaucoup communiqué, donc des affrontements plus durs. En termes de technologie, ce qu'on voit arriver, c'est la dronisation, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus, c'est quelque chose qui, sur le plan de la surface, n'est pas complètement abouti, parce que le statut du bateau dronisé n'est pas simple. Est-ce que c'est un bateau d'escorte, et donc à ce moment-là, il est tout le temps contrôlé par la force navale, ou est-ce que c'est un bateau autonome? Et s'il est autonome, par quoi il est contrôlé, jusqu'à quel point, comment il s'autodéfend? Est-ce qu'il s'autodéfend s'il a perdu sa communication satellite? Et donc à ce moment-là, est-ce qu'on fait un bateau un salat? Voilà, ces questions-là sont résolues pour personne. Aucun des pays occidentaux n'a résolu cette question-là. Le deuxième axe, c'est le cyber. Le cyber, avec aujourd'hui l'irruption des problématiques d'ingénierie sociale sur la compréhension du fait maritime. Quand on sait qu'un marin était sur un bateau et qu'on sait que ce marin a une connexion informatique, on peut trouver le bateau, même si le bateau est un bateau militaire. Alors, on a des exemples récents. Et donc aujourd'hui, la protection cyber des unités navales est quelque chose d'important pour pouvoir se prémunir d'un ciblage boucle courte. Le numérique est un facteur de progrès énorme dans le brouillard de la guerre, avec l'exploitation du big data. Vous savez que tous les bateaux de commerce sont reportés par l'AIS. Et donc aujourd'hui, voir dans le brouillard de l'AIS l'information pertinente, ça demande des capacités de calcul, de l'ingénierie de la data. Et donc on travaille aujourd'hui à embarquer des centres de calcul sur nos bateaux pour pouvoir mieux comprendre, mieux décider, mieux voir. Et puis dernier point, et ça a été évoqué, c'est les armes à énergie dirigée. On le voit que ce soit dans l'électromagnétique ou dans l'optique. Le but, c'est de rationaliser notre stock d'armement. C'est de ne pas tirer avec un missile qui vaut 1,5 million d'euros sur un drone qui vaut 10 000 euros. Voilà. Et donc de pouvoir ségréguer l'effort financier en disant finalement le price per shot est adapté à la cible. Vous avez évoqué le laser. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a un petit peu rattrapé son retard dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est, je dirais pas à la pointe de la technologie, mais est-ce qu'on est dans le peloton de tête des nations qui maîtrisent bien cette arme à effet dirigé? Militairement, ce qui est clair, je ne parlerai pas de la technologie et de l'industrie parce que ce n'est pas vraiment mon secteur. J'ai été visiter SILAS la semaine dernière à Orléans, donc j'ai vu des très très belles technologies. Ce que je constate, c'est que Américains, Russes et Chinois ont aujourd'hui des outils de laser de puissance opérationnels sur le champ de bataille. Ils ont des aveugleurs de satellites, tout ça est très bien documenté. Les frégates américaines s'équipent de lasers de puissance. Les Russes ont fait quelques démonstrations d'ailleurs très médiatisées dans le cadre de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, ils ont des armes opérationnelles sur le champ de bataille, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui sera, je l'espère, notre cas à l'horizon de la fin de la décennie. Emmanuel Kiva,
L'innovation, grâce à la loi de programmation militaire de 2018, a permis l'augmentation des budgets de l'innovation. Vous avez aujourd'hui 1 milliard d'euros par an pour l'innovation, peut-être bientôt 1,5 milliard. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus et de mieux pour les armées ? Alors effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent en disant vous êtes content, vous avez 1 milliard d'euros, c'est un chiffre rond. Bon, 2 milliards, c'est un chiffre rond aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 1 milliard d'euros, on n'arrive pas à tout faire. Alors, cette loi de programmation militaire a été totalement respectée, ce qui est assez remarquable, il faut le souligner. Donc, on a essayé de ne pas reproduire des erreurs qui avaient pu être faites dans le passé. Mais pour autant, il faut poursuivre cette dynamique-là. D'abord parce que, je l'ai dit, aujourd'hui, on n'arrive pas à tout faire et on est obligé de faire des renoncements. D'autre part, parce qu'il ne faut pas non plus, et je parle de la crise actuelle, hypothéquer le futur et la préparation de l'avenir en surréagissant aux contraintes du présent. Et ça, c'est un message important. Cette dynamique de l'innovation de défense doit se poursuivre. Il y a des chantiers qui, aujourd'hui, sont engagés. On a parlé d'un premier chantier tout à l'heure qui était le passage à l'échelle. Alors, le passage à l'échelle, c'est comment faire en sorte que quelque chose qui est une innovation qui a maturé ne reste pas au pied de l'avion ou au pied du bateau, et puisse véritablement équiper nos forces. Et cela, aujourd'hui, on le fait mieux. On le fait mieux parce qu'on a mobilisé des lignes budgétaires dans les programmes concernés de telle manière à ce que chaque année, environ 15 projets puissent cette fois-ci passer à l'échelle. Et ça, c'est une première et c'est une nouvelle organisation. Il reste quand même des choses à optimiser, notamment en termes d'achat. Donc on voit bien qu'il y a toujours un maillon faible, ça peut être le juridique, la réglementation, l'achat. Et donc là, on va continuer à travailler là-dessus. On va continuer à travailler sur des démonstrateurs. On parlait des armes à énergie dirigée. Faire une arme à énergie dirigée à base de laser, c'est pas juste un laser. C'est aussi la possibilité de stocker de l'énergie, de la libérer très rapidement dans des infrastructures qui sont pas forcément prévues pour. Donc ça nécessite de faire des démonstrateurs, de faire des programmes de technologie de défense dédiés, et ça, là aussi, ça mobilise un certain nombre de ressources. Et puis, il y a le sujet des cycles courts, dont on a parlé, de l'incrémentalité, comment intégrer des technologies à cycle court dans des programmes et des opérations d'armement. Une opération d'armement, aujourd'hui, elle met en moyenne 6 ans à produire des résultats. Et donc, en 6 ans, la technologie, elle bouge beaucoup. Et tout ceci, c'est un équilibre, finalement, entre la maturité technologique, la doctrine d'emploi par rapport aux besoins militaires. Ça nécessite une industrie qui est capable de s'engager sur les performances au coût souhaité. Et ça nécessite que tout ceci soit arbitré de manière favorable, puisque le budget n'étant pas infini, il y a une priorisation à faire. Et donc on a ce triptyque, parce que si vous avez une maturité technologique qui n'est, enfin quadriptyque d'ailleurs, qui n'est pas suffisante, ça va augmenter le risque. Donc l'industrie aura plus de mal à s'engager soit sur les performances, soit sur le coût, soit les deux. Et donc il va falloir travailler sur ces différents facteurs, et en particulier sur celui de la prise de risque. Parce que si on veut faire de l'incrémentalité avec des technologies qui évoluent rapidement et dont on ne sait pas si elles seront adaptées ou pas, eh bien, il va falloir accepter un peu plus de risques. Il faut le faire de manière consciente, il faut le faire de manière mesurée, mais ça fait partie quand même de la stratégie d'innovation du ministère des Armées. Une toute dernière question, peut-être Amiral et Emmanuel Kiva. Est-ce que vous sentez que la France a des retards technologiques par rapport à nos alliés, par rapport à vos compétiteurs ? Est-ce que vous sentez qu'il y a des retards ou pas du tout ? Il y a forcément des retards vu l'écart des budgets, par exemple, qu'on a vis-à-vis des États-Unis. Je veux dire, les États-Unis, c'est 600 milliards de dollars par an de budget, nous, c'est 40. Donc, évidemment, ils font des choses qu'on ne fait pas. Ce que je remarque, c'est que des budgets extraordinaires donnent l'occasion de se tromper de manière extraordinaire. Et donc, vous avez des exemples, et ils sont nombreux, de véritables échecs de programmes d'armement majeurs américains. Moi, je prends dans le domaine maritime, vous regardez le LCS, le Littoral Combatant Ship, ce sont des bateaux qui, 5 ans après avoir été mis en service, sont foutus à la casse. Parce que trop cher, trop compliqué, le Anti-Submarine Warfare Package des LCS est jugé inadapté par les Américains. Et du coup, ils le jettent. Ils ont pris un retard considérable. Le renouvellement de la flotte de surface américaine, aujourd'hui, est en énorme difficulté à cause de choix technologiques complètement ratés. Voilà. Donc, nous, la France, on a une chance, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Non, je dis c'est paradoxal, mais c'est une chance. Parce que je peux vous dire que le temps qu'on passe
à discuter avec l'AID, avec la DGA, à s'engueuler parfois, parce qu'on a des points de vue différents. Mais eux ont l'argent, nous les idées, ou l'inverse. Non, on a parfois des idées, mais bon. Le résultat, c'est qu'on réfléchit beaucoup avant de lancer les choses, et je constate quand même qu'on s'est rarement trompé. Alors, on peut reprocher de ne pas aller assez vite, mais en tout cas, on ne se trompe pas beaucoup, parce que finalement, quand on fait des choix raisonnés, on sait à quoi on renonce. Les Américains renoncent beaucoup moins que nous. Donc évidemment, on a pris du retard dans un certain nombre de domaines. Pour moi, les domaines dans lesquels on a un retard clair, c'est le domaine du numérique et donc de la connectivité et de l'exploitation des données. Là, si vous voulez, les budgets du GAFAM sont considérables et sont pour partie utilisés ou répercutés dans le domaine militaire. Et donc aujourd'hui, le traitement de la donnée est quelque chose pour lequel, à mon avis, on a pris du retard. Après, sur les armes, je suis moins sévère. C'est-à-dire, je pense que nos concepts sont bien plus alignés à nos armes que les Américains qui ont un panel beaucoup plus vaste et qui ne se posent pas toujours toutes les questions en termes de nécessité d'emploi, de rationalité de la dépense. En tout cas, pour la marine, les deux domaines dans lesquels je pense qu'on a un effort important à produire trois domaines. On a les drones, on en a parlé, on a l'énergie dirigée, ça j'en suis convaincu, et aujourd'hui ça avance suffisamment vite pour qu'on soit serein. Et puis c'est les armes anti-navires avec l'hypervélocité. On voit aujourd'hui pour le missile nucléaire, on s'est lancé dans cette aventure et on voit le bénéfice qu'on peut en attendre. Et je pense que dans le domaine des armes anti-navires, il faudra aussi y passer. Aujourd'hui ça permet, je vous ai parlé du facteur temps. Quand vous avez un missile qui va à Mach 3, vous avez 3 fois moins de temps pour réfléchir, et donc l'ennemi a 3 fois moins de temps pour se défendre. Voilà, c'est comme ça qu'on aura la supériorité. Merci Amiral. Emmanuel Kiva. Alors, effectivement, je rejoins l'amiral sur le fait que plus on a d'argent, l'argent n'est pas finalement synonyme d'efficacité. Quand je reviens de Washington, en termes de financement d'innovation de défense, entre la France et les États-Unis, c'est un facteur 16. Mais il y a beaucoup de duplications, il y a beaucoup de déperdition d'énergie parce que chaque armée, et il y a 6 armées maintenant, chaque armée a sa propre agence de procurement, chaque armée a ses propres structures d'innovation, ses propres labs, et ils ne discutent pas entre eux. Et résultat, finalement, on se rend compte qu'un petit pays comme la France, on est plutôt bien accueilli et que ces agences-là veulent travailler avec nous. Donc effectivement, si on regarde le modèle d'armée complet, on va avoir des retards, mais on a aussi un certain nombre d'atouts. Il y a des choses qu'on va aller chercher dans le civil, parce qu'on n'a pas les moyens de lutter. L'amiral parlait des GAFAM. La maison mère de Google, Alphabet, je crois que son budget de R&T, c'est par an à peu près 24 milliards. 24 milliards, vous le reportez au budget de défense d'un État comme Israël qui est de 17 milliards. Donc on voit que ce sont des acteurs qui transcendent des États. Donc on ne va pas se battre, on ne va pas développer nous-mêmes toute l'architecture numérique. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a des domaines qu'on laisse un petit peu filer. Il y a des domaines aussi qui font l'objet de courses technologiques. On a parlé de l'hypervélocité, le quantique. Le programme quantique chinois, c'est 10 milliards par an, avec un espèce de Manhattan Project de l'ordinateur quantique sur le thème, on va aspirer toutes les données qu'on peut dans le monde, et puis quand on aura un ordinateur quantique, on pourra les décrypter. Donc évidemment, tout ceci, il faut être dans la course. On a plutôt quand même de bons atouts en France. Dans le domaine du quantique, on a des startups, des PME, je pense à Pascal, je passe à Candela, donc des sociétés qui ont des technologies permettant d'arriver à des ordinateurs quantiques. Les capteurs quantiques, là pour le coup, la France est en tête. Dans le domaine spatial, on parle d'un projet par exemple Kéronos, qui est une liaison optique à base de laser entre l'orbite et le sol, sans avoir besoin de pouvoir corriger donc les turbulences atmosphériques, et donc du coup avec un facteur de forme qui permet d'être embarqué sur un bateau, un véhicule. Ça, c'est une première mondiale. Dans le domaine de la santé, on n'a pas à rougir non plus. Donc oui, évidemment, il y a des retards, mais il y a aussi pas mal de sujets qu'on maîtrise. On parlait d'intelligence artificielle. Tout ne se résume pas au deep learning. Et l'école française en mathématiques, je rappelle qu'on est la nation après les États-Unis à avoir le plus de médailles Fields, a permis de développer des technologies qui ne sont pas que du deep learning et qui, en intelligence artificielle, nous permettent d'avoir des approches assez innovantes. D'où la nécessité que je disais tout à l'heure, ne pas hypothéquer le futur aux urgences du présent, et nous en avons les atouts. Merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez les applaudir si vous le souhaitez. Merci pour la qualité de ces échanges. À très vite.